en direct du Salon des maires et des collectivités locales. Je ne vais pas dire heureusement que c'est le dernier jour parce qu'on prend beaucoup de plaisir, mais au niveau de la voix, ouais. Donc on va à la rencontre des acteurs, de celles et de ceux qui font les collectivités locales, territoriales. On a abordé le sujet des notaires, l'importance des notaires pour la collectivité. Les experts comptables et commissaires aux comptes, on s'est rendu compte que, eh bien, ils avaient également leur place dans la collectivité. Et nous allons maintenant aborder avec Laurent Marchais. Bonjour Laurent. Bonjour. L'importance des avocats, parce que les collectivités, comme toute autre personne physique ou morale, eh bien, sont amenées à avoir des difficultés avec leurs fournisseurs, avec leurs administrés, avec peut-être même d'autres intervenants, et ils ont besoin d'un avocat, ou en tout cas il y a des avocats qui peuvent également, au nom d'un client, attaquer les collectivités. Alors quelle est la place? Est-ce que c'est une spécialité pour un avocat? Et quelle est sa mission? Alors oui, effectivement, on a assisté depuis une quinzaine d'années à une montée en puissance en fait, du droit dans les collectivités locales et du développement de la spécialisation des avocats en droit public en fait. Alors au sein de cette spécialisation en droit public, il y a le droit public des affaires et le droit public des collectivités locales. Et dans ce cadre-là, on constate sur le marché du droit un fort développement en fait, de la place de l'avocat auprès des élus, des fonctionnaires, pour des dossiers de tout type, des marchés publics, de l'urbanisme, de la fonction publique, et avec une place qui a changé. Parce qu'avant, l'avocat intervenait, je dirais à la fin, quand il y avait un procès. Maintenant, l'avocat intervient beaucoup plus en amont, c'est-à-dire en conseil, et sur la construction des dispositifs, des opérations, sur la préparation de marchés publics pour éviter les contentieux. Alors ça veut dire aussi peut-être que pour certains élus, on le rappelle, les élus ne sont pas professionnels, c'est pas un métier, ils ne sont pas forcément formés, même s'il existe des formations maintenant pour les nouveaux élus pour comprendre. Et c'est vrai qu'ils ont de lourdes responsabilités, et en termes financiers, parce qu'ils ont quand même des grosses sommes d'argent à gérer, et en termes de responsabilité sur le résultat de leur opération. Est-ce que ça les rassure d'un côté, pour certains, et est-ce que de l'autre côté, ça leur permet de ne pas déborder, de ne pas déroger? On n'est pas dupe, la corruption existe et a existé. Et est-ce que pour certains, ça leur éveille le côté ange en leur disant « Oh là là, attention !» tu vois, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a ce rôle d'information aussi et de conseil? Alors vous avez raison, Emmanuel. Bon, la pénalisation en fait, du secteur public est passée par là. Donc il y a une quinzaine d'années, il y a eu beaucoup d'affaires. Et c'est vrai que ça induit un changement de comportement de la part des élus qui maintenant sont plus sur la prévention et du conseil en amont parce que, je dirais, vous parliez de corruption, bon, il y a deux types d'affaires. Il y a la corruption, enfin, ou le favoritisme ou la prise illégale d'intérêt qui est délibérée hein, et qui relève de manquements personnels et d'une vraie délinquance. Mais il y a aussi un autre pan de la pénalisation qui est un pan où on peut commettre des erreurs dans la passation des marchés publics, des erreurs administratives, par exemple, qui conduisent en fait à une rupture d'égalité de traitement des candidats et à favoriser, sans l'avoir voulu, en fait, un candidat par rapport à un autre dans un marché public et à se retrouver embarqué dans une procédure pénale, voilà, qui ensuite a des incidences sur la réélection de l'élu en fait. Est-ce que vous avez l'impression que la partie judiciaire comme ça, je ne sais pas comment on appelle exactement, mais ce process juridique judiciaire et aussi peut être utilisé des fois comme un outil de règlement de compte, que ce soit du fonctionnaire vis-à-vis de son employeur ou du rival politique qui trouve tous les moyens en disant je vous attaque en justice pour tout et n'importe quoi, uniquement pour se dire peut-être à un moment donné je vais avoir le bon motif pour le faire tomber. Est-ce que ça peut être effectivement un outil comme ça? Oui, on constate qu'il y a effectivement des affaires où il y a une instrumentalisation en fait, de la justice sur le mode calomnier, il en restera toujours quelque chose. Et c'est vrai qu'on peut avoir affaire à des cas où le simple fait d'avoir des qui donnera lieu à un classement sans suite peut faire énormément de mal en termes électoraux et en termes d'image de marque en fait. Alors, de l'élu, mais aussi de la collectivité locale.
Est-ce que les élus sont sensibilisés sur, les nouveaux élus je parle, hein, sont sensibilisés sur les risques, enfin surtout sur les débordements, les écarts dont ils peuvent être victimes ou même acteurs, parce que je prends l'exemple de l'urbanisme, hein, pardon, mais qui peut être celui qui est le plus visible, mais on peut l'avoir sur d'autres secteurs. Est-ce que ces nouveaux élus sont sensibilisés à ces écarts possibles? Oui, de plus en plus, et c'est vrai que depuis les élections de 2014, on se rend compte aussi qu'il y a eu un changement de génération, avec des élus, beaucoup plus d'élus qui viennent du secteur privé et donc qui sont dans des démarches de maîtrise des risques en fait, et qui ont intégré le fait que la fonction d'élu local est une fonction à risque, et qui donc sont demandeurs en fait de conseils en amont et d'accompagnement en fait, avec des demandes qui soient des demandes qui sont des demandes de maîtrise des risques en fait, hein. Alors on a 36 000 communes en France, sans compter les autres administrations. Est-ce que avocat spécialisé dans les collectivités, c'est une spécialité à part? Est-ce que vous êtes nombreux? Alors vous êtes avocat sur Paris. Est-ce que vous êtes nombreux les avocats spécialisés dans ces collectivités locales? Alors c'est une vraie spécialisation. D'ailleurs il y a un certificat de spécialisation qui nous autorise en fait à faire de la publicité sur cette spécialité. On n'est pas très nombreux. Sur Paris, de mémoire, sur 30 000 avocats, on doit être 150-200 en fait, à avoir cette spécialisation. Mais on se rend compte que là aussi, c'est un créneau qui monte en charge. Mais c'est un mouvement général de spécialisation des avocats, hein, de plus en plus. Vous avez l'impression qu'on va aller sur une augmentation des procédures judiciaires liées vers les élus ou les collectivités? Vous avez l'impression par exemple que des habitants vont dire « Oh là là, ça me convient pas ». Est-ce qu'on vient dans une habitude, j'ai envie de vous dire? Oui, alors c'est vrai que les citoyens s'émancipent de plus en plus par rapport au pouvoir politique et de plus en plus n'hésitent pas en fait, hein, à porter l'affaire devant les tribunaux. Les tribunaux administratifs sont de plus en plus performants. Voilà, les affaires sont de plus en plus réglées de plus en plus rapidement. Et c'est vrai qu'on constate une judiciarisation de ce point de vue-là. Mais on constate aussi, et là c'est le nouveau phénomène, que de plus en plus on s'oriente vers des règlements amiables en fait, des litiges. Et ça va être la grande tendance des 10 prochaines années. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a peut-être un nouveau métier qui va se mettre en place, de la médiation? Exactement, un métier de médiateur, de négociateur, où on va essayer de régler le problème en dehors du tribunal. Et le tribunal, en fait, ne sera que le dernier recours, là où la médiation aura échoué, en fait, hein, quelque part. Est-ce qu'il y a d'autres pays dans le monde où ce principe de médiation a déjà été mis en place? Oui, alors, bon, c'est un principe anglo-saxon, hein, pour ne pas vous le cacher. C'est un principe américain. Les Canadiens sont très en avance sur le sujet et la loi justice du XXIe siècle a vraiment acté cet état de fait. Socialement, les justiciables sont demandeurs, d'autant plus que vous connaissez la crise des finances publiques. Et il est évident que c'est pertinent en fait, d'essayer de régler des solutions de manière amiable dans le cadre d'une médiation plutôt que d'aller vers un procès qui est toujours très coûteux. Tous ces risques liés pour les élus, hein, ces risques de procès, parce que comme vous le disiez, calomnie, il en restera toujours quelque chose. Et la difficulté à trouver des gens qui s'investissent pour la collectivité, est-ce que vous ne pensez pas que ce développement et cette augmentation de procédures va encore ralentir la motivation de nos citoyens pour s'investir dans des mandats électoraux et on en arrive à avoir vraiment ce phénomène de politique-politicien, ce que les gens récusent aujourd'hui, mais qu'effectivement, si vous n'êtes pas... Parce que je suppose que les partis politiques ont des services juridiques, des avocats, etc., qui défendent les intérêts, mais qu'on ait de moins en moins de candidats hors parti politique et qui soient vraiment là dans l'intérêt de la politique avec un grand P. Oui, c'est vrai que le revers de la médaille, c'est que ça pousse à la professionnalisation en fait, de la fonction politique, qui devient un vrai métier, parce que c'est devenu très technique. Et d'ailleurs, les maires de petites communes s'en plaignent, hein, parce que c'est un foisonnement en plus législatif. Les choses changent à vitesse grand V. Je crois qu'on a la 4e ou 5e code des marchés publics depuis 2001.
l'urbanisme est en réforme permanente. Et donc c'est vrai que c'est un métier et que ça pousse à la professionnalisation et qu'effectivement quand on est simple citoyen et qu'on veut s'investir de manière très basique, ça peut être un frein. Est-ce qu'on peut rassurer les élus locaux, plus ruraux, pardon, ceux qui ne sont pas dans des structures politiques professionnelles, leur dire que les avocats spécialisés en droit public, parce que je pense que c'est comme ça qu'on vous situe, sont à même de pouvoir vous entendre, les accompagner, les écouter, et que ça ne mettra pas en péril les finances de la ville que de solliciter les services d'un avocat? Oui, je pense qu'on peut les rassurer sur ce point-là, à la condition qu'ils aient une logique assez simple finalement, c'est de faire intervenir leurs conseils en amont. Voilà. Et au début en fait, du dossier, parce qu'on se rend compte que lorsque l'avocat intervient en amont, généralement c'est beaucoup plus simple et beaucoup moins coûteux quelque part. Mais écoutez Laurent, merci beaucoup. Alors vous n'avez pas de stand sur le salon, mais vous venez parce que vous assistez aux conférences. On rappelle qu'il y a énormément de conférences à l'occasion de ce salon des maires et des collectivités locales. De plus, vous avez des clients, vous avez également dans votre réseau des gens qui sont sur le salon, donc vous venez à leur rencontre, vous êtes sur Paris. Et vous êtes spécialisé en droit public, on le rappelle, pas plus de 150 à peu près avocats spécialisés sur les 30 000, c'est ça? C'est ça. Oui, donc en fait, il y a encore fort à faire. Si vous êtes avocat et que vous avez envie de vous spécialiser en droit public, il y a encore de la place. Voilà pour une nouvelle rencontre sur ce salon des maires et des collectivités locales. On se retrouve très vite avec d'autres acteurs du salon et des collectivités. À tout de suite.